Bienvenue dans Manager et coacher par l'approche systémique, un podcast de 10 épisodes imaginé et réalisé par Dominique Berriot et Frédéric Seignon. L'objectif de cette série est de contribuer à la diffusion et à la démocratisation de l'approche systémique du changement au sein des organisations. Elle s'adresse aux managers, aux dirigeants, DRH, systémiciens, coachs et gestionnaires de projets, ainsi qu'à toutes les personnes concernées de près ou de loin par le fonctionnement des équipes dans l'entreprise. Épisode 10. Stratégie de changement de type 2. Dominique Berriot, bonjour. Bonjour Frédéric. Lors du précédent épisode sur les stratégies de changement, vous avez évoqué des stratégies de type évolutif correspondant au type 1 de l'école de Palo Alto et des stratégies de rupture correspondant au type 2. Exactement. Ce sont ces deux types de stratégies que nous avons adaptées au monde de l'entreprise avec le groupe de travail systémique que j'ai animé pendant 20 ans. Les stratégies évolutives privilégient la prise de conscience d'une personne demandeur ou d'un système d'acteurs pour déclencher un changement, alors que les stratégies dites de rupture conduisent au changement sans que la personne ou le système d'acteurs ne s'en rendent nécessairement compte. Oui, d'ailleurs, au cours de cet épisode, le 10e de notre série, nous ferons un focus sur ces dernières, les stratégies de rupture, comme vous nous avez longuement parlé des stratégies évolutives dans l'épisode 9. Tout à fait. Ce changement de type rupture est moins habituel, plus surprenant, plus déstabilisant, mais aussi plus rapide et plus efficace que le changement évolutif. Il possède en plus un caractère irréversible. Alors, pour rappeler rapidement le contexte, ce type de stratégie peut être utilisé pour initier un changement dans un système à considérer ou un système pertinent, par exemple une équipe de collaborateurs d'une entreprise, après qu'une demande précise ait été cadrée par un intervenant. C'est cela, nous avons vu que le changement pouvait s'opérer par la prise de conscience de la problématique, mais que ces stratégies évolutives connaissaient des limites. Les stratégies de rupture s'inscrivent dans une autre démarche comme leur nom l'indique. Et si on devait les définir en quelques mots, vous en diriez quoi? On peut dire que ce sont des stratégies systémiques qui conduisent les personnes à changer avec ou malgré elles et que cela se passe sans forcément de prise de conscience des acteurs du système à considérer. Elles ont un caractère immédiat, surprenant parfois, mais son intérêt réside dans l'irréversibilité des relations modifiées. Ah oui, en effet, on perçoit tout de suite la différence qu'il peut y avoir par rapport aux stratégies de type évolutif. Et comment ce type de changement est perçu par les personnes impactées? C'est une vraie question, vous savez. À ce sujet, je dois préciser que le changement est en général bien perçu par les personnes qui en font la demande pour elles-mêmes. Il peut en revanche poser des problèmes éthiques et psychologiques et même parfois de survie pour les personnes qui subissent son impact alors qu'ils ne demandent rien, et cela même quand il est mis en place dans l'intérêt des parties concernées. Par ailleurs, ce type de stratégie ne s'applique pas seulement pour opérer un changement global, on l'utilise aussi dans un changement de type 1 pour provoquer ponctuellement des déblocages instantanés. En fait, la préoccupation majeure d'un intervenant est de trouver et d'utiliser la stratégie qui permettra le mieux d'aider le système à progresser. Oui, quelle que soit la stratégie, c'est bien la demande qui guide la démarche. Une question maintenant plus focus sur ces fameuses stratégies de rupture. Vous nous disiez en avoir identifié 8. Pourriez-vous nous en présenter quelques-unes? Volontiers. Je commencerai par le principe stratégique suivant bien connu des systémiciens, faire entreprendre plus de la même chose. Cela peut correspondre à ce que l'école de Palo Alto appelle la prescription du symptôme, régulièrement utilisée dans les thérapies brèves. Éclairez-nous, Dominique. Il se trouve que quand un système s'évertue à trouver des solutions répétitives qui le conduisent à des échecs successifs, en lui proposant une directive qui consiste à lui demander d'amplifier son comportement inadapté, on peut transformer cette stratégie d'échec en réussite dans la mesure où il réagit de lui-même pour changer. Elle a pour but d'aider un système à retrouver par lui-même une cohérence, un nouvel équilibre dans son comportement. Plus un système est rigide ou résistant malgré lui, moins on tentera de le faire évoluer par la prise de conscience, et plus on cherchera à le mettre en mouvement par des leviers indirects. Donc, vous demandez de faire plus de ce qu'il souhaite éviter. C'est incroyable. Avez-vous un exemple vécu pour illustrer cette situation qui peut paraître contre-intuitive? Et oui, je me souviens en particulier du président d'une grande compagnie d'assurance qui vient de remercier son directeur de l'organisation. Il se trouve que c'est le sixième directeur remercié en 3 ans. Il me consulte pour savoir ce qu'il doit faire. Je décide alors d'utiliser cette stratégie de rupture et lui réponds avec le plus grand sérieux qu'il devrait se dépêcher de le remplacer et que ce serait très utile pour les membres de l'équipe qui se posent beaucoup de questions. J'imagine que c'était la dernière prescription à laquelle il devait s'attendre en effet.
Et alors, quelle a été sa réaction? Eh bien, après un temps de silence, il a souri, s'est appuyé sur son dossier et a regardé le plafond comme s'il réfléchissait. J'ai attendu la suite pendant une dizaine de secondes. Elles m'ont paru une éternité, mais je les savais nécessaires. Il m'a alors regardé en me disant: «Je crois comprendre quelque chose», puis a ajouté: «Voudriez-vous réfléchir avec moi à une autre manière de résoudre ce problème?» Je disposais alors d'une nouvelle demande que j'ai pu cadrer en cherchant les composants fondamentaux, comme nous l'avons vu dans un épisode précédent. 2 jours après, je lui présentais ma proposition, qui, elle, s'appuyait cette fois sur une stratégie de type 1. Elle consistait à travailler avec son comité de direction, en partant des composants fondamentaux, pour définir des actions pertinentes. Leurs conclusions ont été retenues par le président et la problématique a été ainsi résolue. Ah, donc c'est 2 étapes successives. D'abord, vous utilisez la stratégie de rupture pour le faire évoluer, puis une stratégie évolutive pour répondre à la nouvelle problématique. Oui, en résumé, c'est ce qui s'est passé, oui. Et lorsqu'il y a des problèmes de relation dans une équipe dont les membres travaillent difficilement ensemble, par exemple, avez-vous une stratégie pour répondre à ce type de problématique? On peut difficilement répondre, a priori, sans avoir recueilli les composants fondamentaux dans le cas de la situation que vous décrivez. Mais pour l'avoir utilisé à plusieurs reprises, je penserai à la stratégie que nous avons dénommée détourner l'attention de la tension. C'est une jolie formule, mais que veut-elle dire? Lorsque des acteurs dépensent leur énergie à tenter de résoudre leurs problèmes relationnels au lieu de travailler ensemble vers l'objectif qui les réunit, on tente de les mettre dans une situation qui détourne leur attention de leurs tensions quotidiennes, qui les freinent et parfois même les paralyse. Et donc, en quoi consiste concrètement cette stratégie? Elle consiste à faire travailler les acteurs concernés vers un nouvel objectif commun et totalement nouveau pour eux, en les amenant à définir ensemble des modalités de fonctionnement pour l'atteindre, et cela sans qu'il soit nécessaire d'aborder explicitement leurs difficultés en cours. Cet engagement dans une nouvelle dynamique entraîne souvent malgré eux une modification spontanée de leur relation. Là encore, vous nous donnez envie d'en savoir plus à travers un exemple de situation que vous connaissez. Oui, bien sûr, je peux vous citer le cas où, lors d'une réunion, un DRH et les organisations syndicales ne parvenaient pas à s'entendre et se faisaient des procès d'intention successifs, et cela non sans une certaine agressivité. Comme la situation devenait de plus en plus tendue, le DRH a proposé de se rendre tous ensemble dans l'atelier afin d'examiner sur place les problèmes qui se posaient au personnel. En détournant leur attention de leurs tensions conflictuelles en cours, ce DRH a permis à chacun des acteurs de faire évaluer les représentations qui nourrissaient les procès d'intention réciproques. Ils ont ainsi trouvé une solution à des conditions de travail jugées jusque-là peu acceptables par tous. L'important pour que cette stratégie réussisse est que les actions mobilisent le système vers un nouvel objectif ou un nouveau contexte. Je commence à comprendre, je crois. Auriez-vous un autre exemple qu'on puisse bien visualiser comment il est possible de, comme vous le dites, détourner l'attention de l'attention? Eh bien, je pense à cette entreprise dans laquelle, depuis plusieurs semaines, les acteurs d'un gros projet d'installation d'une ligne de production passaient beaucoup trop de temps à discuter de nombreuses difficultés de relations existantes entre eux, et en particulier avec le directeur du projet qui ne cessait de leur demander des comptes. Pour les aider à les sortir de leurs relations toxiques, le coach les a réunis pour les faire réfléchir à la prochaine étape du projet. La tactique choisie a consisté à concentrer leur travail sur 2 points particuliers. Dans un premier temps, recueillir les attentes réciproques de chacun pour mieux travailler sur la phase suivante du projet, et dans un second temps, proposer des actions à mettre en œuvre pour répondre à ces attentes. Au final, un plan d'action a été élaboré avec les responsables désignés, et cela sans qu'aucune récrimination liée à leur relation actuelle ne soit évoquée. Merci Dominique, c'est tout à fait clair maintenant. Je ne sais pas si c'est judicieux d'en parler ici, mais j'ai entendu aussi parler d'une autre stratégie que l'école de Palo Alto appelle le recadrage, destinée aussi à aider des personnes à sortir d'une situation bloquée. Fait-elle partie de votre panoplie? Le recadrage, bien sûr. Alors là, pour le coup, c'est une stratégie que nous avons adoptée sans qu'il ait été nécessaire de l'adapter. Nous l'avons appelée recadrer le contexte. Il arrive de rencontrer une personne ou un groupe affecté par une situation génératrice au quotidien de perturbation, d'appréhension, voire de souffrance, si quelque chose risque de se réaliser ou si un événement dommageable est survenu. Et c'est là qu'intervient le fameux recadrage. C'est là qu'il peut être pertinent, oui. Cette stratégie consiste à proposer à une personne ou à un groupe de regarder autrement un comportement ou une situation perçue négativement. Elle offre aux personnes
une autre perception de la réalité qui a pour effet de créer une nouvelle relation entre un processus et un objectif ou un contexte. Et alors, qu'est-ce que cela entraîne pour la personne ou pour le groupe bénéficiaire? Cela allège ou supprime la perception des difficultés éprouvées et a en plus la vertu de remobiliser les ressources du système que sa vision négative bloquait. Cette nouvelle perception de leur réalité, cause de leur crainte voire de leur angoisse, les conduit à se mettre en route vers le changement. Cette stratégie a été particulièrement développée par Virginia Satir et Paul Watzlawick, véritables promoteurs des travaux de l'école de Palo Alto. Pour lui, recadrer signifie modifier le contexte conceptuel ou émotionnel, ou encore le point de vue selon lequel la situation est vécue, en la plaçant dans un autre cadre dont le sens change complètement. Ah, Paul Václavic. Et comment la mettons en pratique? Vous avez raison de poser la question car il est nécessaire de le préciser. Contre tout bon sens, vous savez que le fameux bon sens, réaliser un cadrage ne se fait ni par une question, ni par une affirmation, ou encore moins par un conseil. Ah bon? Mais comment faire du coup? On utilise ce qu'on appelle une suggestion conditionnelle. Il s'agit d'une sorte de réalité hypothétique ou imaginaire dans laquelle l'interlocuteur va se projeter. On pourrait dire une suggestion pour simplifier. Mais que devons-nous lui dire pour ça et surtout comment? On utilise le plus souvent une phrase qui commence par «et si». Par exemple, et si c'était une façon pour toi d'acquérir de nouvelles compétences ou de développer tes capacités de négociation ou de montrer que tu as une expérience diversifiée? À ce jour, ce sont surtout des thérapeutes ou des coachs qui utilisent délibérément cette stratégie. Il m'est cependant arrivé à plusieurs reprises d'assister à des recadrages spontanés réalisés par des managers qui écoutaient tout simplement leur intuition. Oui, certains managers font de la systémie sans le savoir finalement. Auriez-vous un exemple d'un tel recadrage réussi par un manager? Oui, je pense à ce responsable d'équipe qui propose à l'une de ses collaboratrices de participer à une réunion sur l'amélioration des prestations du service. Cette dame qui doit prendre sa retraite dans 6 mois n'est pas très motivée par la proposition. Elle marmonne: «Je ne vois pas vraiment ce que j'ai à faire dans cette réunion. D'ailleurs, je pars bientôt, j'ai par ailleurs beaucoup de travail.» Le responsable lui dit alors: «Et si ton expérience était utile aux autres?» L'employé ne répond rien, mais elle sourit. Elle a finalement participé à la réunion. Vous voyez, dans le flux de la discussion, ça peut paraître très anodin, mais il s'agit bien dans ce cas d'un recadrage systémique. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. C'est redoutablement efficace dans l'exemple que vous avez choisi, car il semble que les effets soient immédiatement opérationnels. En effet, s'il réussit, mais attention, le recadrage ne consiste pas à présenter à son interlocuteur sa propre vision positive ou encore moins de lui suggérer directement une action ou un changement de comportement. C'est plus de l'ordre de la suggestion, comme je l'ai dit tout à l'heure. En réalité, ce qui est efficace, c'est de provoquer chez son interlocuteur une autre perception de sa réalité. Quand celle-ci lui apparaît, elle efface l'ancienne, ouvrant ainsi le piège dans lequel son appréhension ou son angoisse l'avait enfermé. Il a, sans le savoir, en quelque sorte reconstruit sa réalité, qui, comme vous le savez, n'existe pas en tant que telle. Oui, vous faites allusion aux travaux de l'équipe de Palo Alto sur la construction de la réalité. Vaste sujet, ô combien passionnant. Mais revenons à notre sujet. Auriez-vous une autre stratégie de rupture à nous proposer? Oui, avec plaisir. Et j'en choisis une assez simple d'application, elle est dénommée passer du contenu au processus. Ah, je reconnais des notions dont vous nous avez parlé longuement déjà, non? Exactement, contenu et processus, deux niveaux d'ordre différents qu'il faut impérativement savoir distinguer dès qu'on souhaite utiliser l'approche systémique. Alors, ces stratégies dont je vous parle fonctionnent bien en particulier quand on est soi-même bloqué lors d'un échange avec un ou plusieurs interlocuteurs. Par exemple, dans une réunion, on ne souhaite pas ou qu'on ne peut pas prendre une décision par manque de pouvoir de délégation ou qu'on veuille rassembler des informations avant de se positionner. Ah oui, je vois bien ce genre de situation qui se présente assez souvent en entreprise finalement. Ici encore, auriez-vous un ou deux exemples appliqués par un manager d'équipe? Eh bien, prenons par exemple des collaborateurs qui en réunion réclament à leur manager un renforcement de personnel supplémentaire pour absorber les retards pris dans le règlement des dossiers. Au lieu d'argumenter ou de prendre position par un refus ou un accord, le manager change de niveau logique en passant du contenu des échanges à un processus. Imaginons qu'il leur propose à ce moment-là d'élaborer avec eux un planning des tâches pour mieux étudier leurs demandes. Il passe ainsi du contenu de la demande, augmenter des effectifs, à un processus, étudier un planning. Cela lui permet de prendre le recul nécessaire pour se positionner dans l'intérêt des parties. C'est encore une fois plutôt simple, mais visiblement très efficace. Allez, un dernier exemple sur le passage du contenu au processus? Bien sûr,
Il s'agit d'un exemple classique utilisé par des formateurs lorsqu'ils veulent aider des participants à progresser. Ils leur demandent d'exprimer la manière dont ils s'y sont pris pour réaliser un exercice. Ici également, ils les conduisent à changer de niveau logique en passant du contenu de leur travail au processus, à savoir la manière dont ils s'y sont pris. Merci Dominique pour tous ces exemples. J'ai envie de vous demander de nous présenter une 5e et dernière stratégie de rupture, si vous en êtes d'accord. Une dernière, laissez-moi réfléchir. Je choisis celle dénommée se dégager du problème ou de la solution. Imaginez que les membres d'un groupe échangent à propos d'un problème qui les concerne tous. Ce qui arrive souvent dans ces cas-là, c'est qu'ils s'enferrent à rechercher des causes, des coupables, et finissent généralement par s'étriper sur la recherche de la bonne solution. Dans ce cas précis, pour les aider, on va favoriser un changement de niveau logique, ce qui permet de prendre un peu de hauteur par rapport à la situation qui perturbe en donnant une vision plus large de la problématique. Ah, quand vous dites changement de niveau logique, ça fait penser à la stratégie utilisée par le cadreur d'une demande quand il passe de l'objectif N à l'objectif N+1, je me trompe? Pas du tout. Ce qui en fait revient à ouvrir le champ des solutions possibles en disposant soudainement d'un élément de référence tangible, à savoir un objectif de niveau supérieur qui valide la cohérence des actions de changement envisagées. C'est très clair. Et je vous remercie Dominique pour ces présentations tout aussi intéressantes les unes que les autres. Nous voici parvenus à la fin de notre voyage au pays de la systémique. J'espère qu'il plaira à ceux qui ont suivi les 10 épisodes que nous y avons consacrés et qu'il leur aura permis de faire de nombreuses découvertes. Pour aller plus loin, je vous rappelle les 3 ouvrages les plus récents de Dominique Berriot qui regorgent d'exemples et de cas concrets et qui vous permettront d'appréhender plus profondément les apports fondamentaux de l'approche systémique en entreprise. Il y a tout d'abord l'incontournable Manager par l'approche systémique, dont la réédition est parue en 2011 aux éditions Hérode, puis aussi le guide systémique du manager d'équipe 40 situations du quotidien, aux mêmes éditions en 2018. Et enfin, l'art de cadrer une demande par l'approche systémique pour les consultants, coachs, formateurs et managers, qui celui-ci devrait paraître en 2024. Si ce podcast consacré à l'approche systémique et stratégique en entreprise vous a convaincu, nous vous encourageons bien entendu à le partager, notre souhait étant de proposer une première approche accessible à la systémie, cette autre façon de lire les problématiques humaines dans les organisations et d'y apporter des solutions. Merci beaucoup Dominique Berriot pour le temps que vous avez consacré à ce travail. Nous attendons votre nouvel ouvrage avec impatience. J'espère aussi que cela participera à encourager et démocratiser cette approche, cet art auquel j'ai consacré plus de 30 ans de ma vie professionnelle. À bientôt et bon voyage au pays de la systémique. Cet épisode a été préparé et réalisé par Dominique Berriot et Frédéric Seignon. Montage et mixage, Frédéric Seignon. Voix, Anne-Laure Vallot.